Bonsoir. Tribune du mardi de ce soir, nous allons évoquer ces partenariats entre la Fédération de Russie et des pays africains. Le prétexte, vous le devinez, c'est ce récent sommet qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg entre la Russie et des pays africains. Un sommet autour de l'humanitaire, mais aussi autour de la sécurité. Comme sous-thème, nous allons évoquer la situation au Niger avec ce coup d'État. Pour en parler, je suis accompagné de deux dames. D'abord, Madame Oumi Sen, elle est secrétaire générale de Kalinka. C'est la présence russe à travers un centre culturel au Sénégal, mais aussi notre consoeur Amina Gaykins qui va intervenir depuis Belgique. Madame Sen, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, avec nous aussi depuis l'application Zoom, Amina Gay. Amina, bonsoir. Bonsoir Khalifa, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Exactement, et j'espère qu'en Belgique, ça ne fait pas aussi chaud qu'au Sénégal présentement. Ah non, le temps est fou ici, hein. Il pleut beaucoup, donc sincèrement, on ne profite pas du tout de l'été. C'est assez compliqué, je ne te raconte pas. Exactement, et c'est tout le contraire avec le climat qui souffre présentement à Dakar. Je vais venir avec vous, Madame Sen, je l'ai dit tout à l'heure. Récemment, un sommet s'est tenu entre des pays africains et la Fédération de Russie. On en voit souvent avec la France et des pays africains. C'est la deuxième fois avec la Russie. Qu'est-ce qui sous-tend ces réunions-là? Je crois que la Fédération de la Russie a... Je ne dirais pas pris conscience parce que même du temps de l'Union soviétique, la coopération était très poussée. Mais après la fin de l'Union soviétique, il y a eu une grande période dans laquelle la Russie devait se remettre sur pied, devait essayer de développer son économie et se remettre dans le jeu. Mais l'Afrique n'a jamais été très loin parce que pendant toute cette période où en fait les relations bilatérales ou les relations entre l'Afrique et la Russie ont été un petit peu atténuées, la présence des étudiants a continué, le développement de la diaspora aussi, mais à un rythme plus calme. Maintenant, en 2019, il était clair à Poutine, qui depuis 2014 préparait ce qu'on sait maintenant être l'événement de l'année dernière. Je pense que c'était une décision de l'État de commencer à se rapprocher de ses anciens amis et peut-être d'essayer de développer encore la relation Russie-Afrique. Nous, personnellement, ici au Sénégal, nous avions un centre culturel russe, enfin soviétique plutôt, qui était à la place de l'indépendance jusqu'en 92. Nous avons même Aeroflot qui venait ici régulièrement, 3 fois par semaine, et une présence, une présence constante de la marine russe, enfin soviétique, au port. Et moi, j'ai grandi avec la possibilité d'aller régulièrement dans ce centre culturel, qui était très important. Il y avait une forte présence des expatriés russes qui enseignaient dans les écoles des beaux-arts, dans les lycées, etc. Et tout ça, ça s'est subitement arrêté, alors que le besoin est resté. Et donc, nous, c'est en 2016 qu'on a commencé à crier à droite et à gauche pour dire qu'il faut qu'on rouvre le centre culturel, il faut que l'on redéveloppe la relation Russie-Afrique. Donc, c'est avec les deux mains qu'on a applaudi qu'en 2019, la Russie a finalement organisé le premier sommet qui s'est déroulé à Sochi et dont les résultats, c'était un début de relation entre certains pays africains, notamment l'Afrique du Sud, notamment le Centrafrique, et le renouement des activités économiques et politiques dans les, j'allais dire, les pylons du temps de l'Union soviétique, notamment l'Angola, le Mali, etc. Et à cause du Covid, le sommet n'a pas eu de deuxième édition parce que normalement en 2019, quand on se séparait, il était question de se retrouver tous les 2 ans. C'était le rendez-vous. C'était supposé être le rendez-vous, mais avec le paramètre du Covid, ça a eu son impact mondial, comme on sait. Et par la suite, il y a eu l'intervention en Ukraine, qui aussi a fait que par deux fois, je crois, ou 3 fois, le sommet a été repoussé parce qu'originellement, il devait être en 2022, au mois d'octobre. Et cette deuxième édition, elle est venue à temps nommé parce que
Je crois que plus que jamais, il est important que l'on puisse promouvoir la multipolarisation, le fait que les pays ont la possibilité de choisir ce qu'il y a de mieux pour eux. Avec qui s'allier dans des partenariats. Tout à fait. Il faudrait que le partenariat soit gagnant-gagnant, que la relation soit mutuellement bénéfique. Et je crois que dans ce cadre-là, la Fédération de la Russie a un rôle assez important à jouer. Exactement. Et nous, dans notre centre culturel, on est d'autant plus contents qu'on s'est rendu compte que beaucoup de pays qui avant avaient une relation très, j'allais dire, réduite et sommaire, font partie des premiers pays à venir et assister au deuxième sommet. Et donc, d'ailleurs, on voyait la grande différence, parce que lors du premier sommet, il n'y avait quasiment pas de stand africain, alors que là, nous avons plus d'une trentaine de stands qui étaient là, qui étaient présents et qui montraient en fait ce dynamisme. Effectivement. En tout cas, cette année, c'est beaucoup plus dynamique, comme vous l'avez dit. Amina, vous l'avez entendu, hein, Madame Sen qui a justifié voilà, ce qui sous-tend ce sommet entre la Russie et des pays africains. Vous, en tant que journaliste, comment est-ce que vous analysez ce prétexte-là? La Russie qui rencontre des pays africains, c'est pas avec la perte de popularité de certains pays européens, la France notamment, que voilà, la Russie est en train de récupérer le terrain perdu. Oui, mais comme c'est bien Madame Sen. Exactement. Pardon? Oui, exactement, c'est bien Madame Sen. Voilà, comme Madame Sen l'a dit tout à l'heure, la Russie et l'Afrique, c'est une très longue histoire. Hein. Je pense que on peut même dire que c'est juste un retour au bercail, parce que les gens pensent souvent que la Russie et l'Afrique, c'est une nouvelle histoire, mais pas du tout. Hein. C'est une très très longue histoire qui date du temps de l'Union soviétique. À un moment, avec les guerres et tout ça, il y avait une absence, et c'est en 2000 que la Russie a commencé à faire son retour en Afrique, mais autant au niveau des partenariats, la Russie occupait la 20e position au niveau des partenaires. Mais en 2019, c'est vraiment là que la Russie a marqué son retour en Afrique avec le sommet Russie-Afrique qui a regroupé plus de 45 chefs d'État africains. Donc c'était vraiment impressionnant. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que ce retour de la Russie est important parce que ça va un peu rééquilibrer les choses. Surtout. On en a besoin parce qu'il faut savoir que les Occidentaux sont ici depuis très très longtemps, depuis le temps de l'esclavage, la traite négrière. Voilà. On a l'impression qu'ils ont toujours été là. Donc on a besoin d'autres partenaires pour pouvoir rééquilibrer le jeu et montrer aux Occidentaux aussi qu'ils ne sont pas les seuls sur le terrain, parce que finalement, je pense que c'est le fait qu'ils sont seuls en Afrique qu'ils ont fini par penser que l'Afrique, c'est leur précaré et qu'ils peuvent se permettre tout sur ce continent. Mais l'arrivée de la Russie aujourd'hui est en train de changer les choses. On est en train de rebattre les cartes. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est à l'Afrique de décider. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par la Russie aussi, c'est qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de remplacer un maître par un autre. Il y a beaucoup qui le disent. Hein. Voilà, quand souvent dans les manifestations, on le voit, des citoyens africains qui brandissent le drapeau russe. On a besoin des Russes, mais il faut comprendre aussi que les Russes ont besoin des Africains. Donc la Russie ne vient pas aussi en Afrique comme un bon samaritain, non, du tout. La Russie a besoin des ressources naturelles de l'Afrique. Mais l'Afrique aussi, à un moment, il va falloir qu'on puisse se servir de ces ressources naturelles pour pouvoir se développer. Parce qu'il faut savoir que les Occidentaux ont toujours été là, et ce qu'ils ont toujours fait, c'est exploiter l'Afrique, exploiter nos ressources naturelles, sans pour autant que les Africains puissent en bénéficier. Comme l'a dit la dernière fois lors du dernier sommet Russie-Afrique, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est incompréhensible. L'Afrique, un continent aussi riche en ressources naturelles et qui est pratiquement le continent le plus pauvre. C'est des choses qui sont vraiment difficiles à comprendre. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le réveil africain. Les gens ont compris et on a besoin de partenaires comme les Russes, comme d'autres, pour pouvoir rééquilibrer les choses et faire comprendre aux Occidentaux que l'Afrique n'est plus votre chasse-gardée. Exactement. Et Amina, on va revenir sur le contenu de ces partenariats-là entre des pays africains et la Russie. Mais restons sur ce retour, comme vous l'avez dit, Madame Sen, aussi. Est-ce que le terrain est favorable à un retour des Russes en terre africaine avec l'actualité qui se passe dans la sous-région?
Mais effectivement, le terrain est très très favorable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui sont gangrénés par des problèmes sécuritaires. Je vais parler du Mali, du Burkina, le Niger, où récemment il y a eu un coup d'État. Ces pays-là, c'est des pays aujourd'hui qui ont besoin de la Russie. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau armement, la Russie est bien placée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Occidentaux, ils sont présents chez nous militairement, mais ils n'apportent absolument rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, on va juste prendre le cas de la France. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, au niveau du Sahel, est présente sur ce terrain, ça fait plus d'une décennie, mais au niveau de la lutte contre le terrorisme... Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, il n'y a absolument rien du tout. Et la preuve, c'est aujourd'hui les coups d'État. Les coups d'État qui arrivent au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest, ça résulte de ces problèmes sécuritaires. Raison pour laquelle ces pays, aujourd'hui, ont besoin de la Russie. Regardez ce qui se passe au Mali, c'est impressionnant. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Ils ne s'en cachent pas, ils sont en train de nouer des partenariats avec les Russes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre la France et la Russie, c'est que la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. La France est un colonisateur. Effectivement. C'est ça la différence. C'est déjà l'avantage aussi de départ. C'est ça en fait. Les Russes n'ont jamais colonisé personne. Donc les Russes qui arrivent en Afrique, ils arrivent en tant que partenaires. J'ai bien aimé la dernière fois quand le capitaine Ibrahim Traoré a dit à Poutine, camarade Poutine. C'est ça aujourd'hui. Un traitement d'égale dignité. Voilà, c'est des camarades d'égale, c'est des collègues en fait. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on n'est plus avec cette France ou ces Occidentaux qu'on regardait comme nos maîtres. Ça a changé aujourd'hui. C'est-à-dire, on veut des partenariats d'égal à égal où l'Afrique peut tirer profit, mais aussi les Russes aussi puissent tirer profit. Parce que les Russes aussi, ils ne sont pas là pour, pour nos gosiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi du racisme aussi en Russie. Ça, on en a vu aussi des épisodes de racisme. On reviendra à cela certainement. Effectivement, donc c'est des choses qui existent, mais est-ce que c'est de l'amour qu'on va aller chercher dans les regards des Russes? C'est pas ça. L'Afrique a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, ce que l'Afrique est en train de rechercher dans ses partenariats, c'est la stabilité, c'est le confort, c'est le développement dans tous les domaines. Donc, au niveau sécuritaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a besoin de la Russie, mais le partenariat entre les pays africains et les Russes ne se résume pas qu'au domaine sécuritaire, c'est dans plusieurs domaines et ça a été décliné au niveau du sommet Russie-Afrique. Et c'est l'occasion, Madame Sen, de nous dire quel est le contenu des partenariats entre la Russie et les pays africains en général d'abord, avant d'en venir particulièrement au Sénégal. Bien, je ne vais pas avoir la prétention d'avoir mémorisé tous les partenariats qui ont signé, mais je sais que là, par exemple, lors du sommet de Saint-Pétersbourg, le Mali et l'Algérie étaient les deux pays phares. Et alors qu'en 2019, c'était l'Afrique centrale et l'Égypte. Et ces quatre pays, par exemple, ils ont un partenariat qui s'est développé 4 fois au cours de cette période. Je sais que énormément de pays sont venus signer des conventions. D'ailleurs, il fallait réserver très tôt la possibilité de passer devant la table pour signer. Et pour nous, au Sénégal, on a eu d'ailleurs quelques difficultés pour faire signer tous nos partenariats là-bas, surtout quand M. Baldé, le directeur de l'APIX, était venu. On a vu l'APES, l'agence de presse sénégalaise, aussi signer une convention. Tout à fait. Et donc, d'ailleurs, l'APIX a signé 3 conventions, pas une. Et nous, on en a signé 5. Donc, vous montrez qu'en fait, il y a une nouvelle vision, une nouvelle appréciation de la relation possible, des opportunités possibles que la Russie peut apporter. Je pense, enfin, par rapport aux commentaires que votre collègue a donné, Amina, tout à fait, je pourrais dire que la Russie voit dans l'Afrique un nouveau marché. Un marché intéressant, un marché qui a un potentiel. Et c'est vrai que, quel que soit le pays africain, nous avons beaucoup de niches qui restent à combler. Nous avons beaucoup de besoins qui ne sont pas comblés, qui ne sont même pas touchés, voire même... Oui, et donc si on parle du côté énergétique, l'expérience, la compétence, l'expertise russe peut aider à changer la donne. C'est la demande formulée par le capitaine. Absolument.
Mais il n'était pas le seul, d'ailleurs. Je veux dire qu'il a mis l'accent sur le fait que l'Afrique a compris que ce n'est plus, il ne faut plus, on n'est pas là pour demander de la mendicité, on est là pour trouver des partenaires avec qui travailler, qui voient en Afrique un potentiel et un marché nécessaire. Vous savez, quand je regarde la manière dont la Russie se réintroduit, je peux dire qu'il y a trois tendances. Il y a ce qu'on appelle les entreprises d'État, qui viennent pour les grands contrats et qui ont tendance à vouloir collaborer directement avec les gouvernements. Ce sont des entreprises en général qui sont dans les secteurs difficiles comme l'énergie, la sécurité, etc. Mais il y a aussi une deuxième tendance, c'est ce qu'on appelle les entreprises de petit et moyen standing qui cherchent concrètement de nouveaux marchés, des marchés qui ne les connaissent pas parce que la qualité des produits russes est très appréciable. L'expertise de ces entreprises, que ce soit dans les produits de consommation courante, dans les... Je vais donner un exemple. Les produits halal. En Russie, il y a plus de 30 millions de musulmans. C'est un élément qui n'est pas très connu. Et pourtant, parce qu'il y a ce marché-là, le développement de l'industrie halal est très fort, il est très bon. Et tous les Sénégalais que nous avons eu la chance d'amener, que ce soit à Kazan lors du forum économique qui a eu lieu le mois dernier, ou actuellement à Saint-Pétersbourg, ils étaient vraiment surpris de la qualité des produits, des conditions d'hébergement, mais aussi des produits alimentaires que nous avons à la base du poulet, de la viande bovine et du mouton. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne pensaient pas. Ils pensaient qu'en Russie, il n'y a que le borsch, la vodka et le cochon. Exactement. Et l'image a tendance à vraiment changer. Tout à fait. Vous avez parlé de quelques partenariats que des pays africains peuvent avoir avec la Russie. Nous allons y revenir, mais suivant l'intervention, on a cité tout à l'heure le capitaine Traoré du Burkina Faso qui a demandé des partenariats énergétiques, mais aussi des partenariats dans le domaine de la sécurité, mais qui a trouvé aussi la réponse du président Macky Sall quand il a évoqué ce terme mendiant. Macky Sall qui est dans la dynamique des mêmes types de partenariats qu'avec la France, qu'avec d'autres partenaires, et son intervention devant Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, Macky Sall, que je vous propose de suivre. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président Vladimir Poutine, pour votre accueil convivial et toutes les dispositions prises afin de faciliter notre séjour. Je me réjouis de vous retrouver pour la troisième fois en 2 ans, après notre rencontre du 3 juin 2022 à Sochi, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, et plus récemment, le 17 juin dernier, dans le cadre de la mission africaine de bons offices. Ce sommet s'inscrit dans le même esprit de concertation russo-africaine dont les origines remontent aux années de lutte pour la décolonisation de notre continent. Les relations russo-africaines sont excellentes et je m'en félicite. Mais je pense que nous avons encore des efforts à faire pour donner un contenu plus consistant à notre coopération économique. Le potentiel de notre partenariat est énorme. L'Afrique, on le sait, c'est 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1,3 milliard d'habitants. La Russie, c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés et plus de 144 millions d'habitants. Ensemble, notre continent et votre pays constituent un géant démographique et disposent de l'essentiel des ressources naturelles de la planète. Nous avons donc de quoi coopérer dans quasiment tous les domaines. Agriculture, agroalimentaire, industrie, hydrocarbures, mines, transport, industrie, technologie de l'information et de la communication, sécurité pour ne citer que cela. Cependant,
Monsieur le Président, il nous faut bâtir des mécanismes adéquats et pragmatiques. Des mécanismes donc d'investissement, de financement et de partenariat. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui, aujourd'hui, conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs. Nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation, on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Je crois que la Russie, avec ses capacités en matière d'investissement, peut travailler avec l'Afrique sur ces grands projets régionaux. Et l'Afrique a besoin d'infrastructures de développement. L'Afrique a besoin de chemins de fer. Elle a besoin d'électricité, de barrages. Elle a besoin de la sécurité collective. Et sur tout cela, l'Union africaine, à travers différents mécanismes, que ce soit l'ODAN-NEPAD, que ce soit les programmes régionaux, nous avons le programme qu'il faut. Et je pense qu'avec la Russie, nous pourrons travailler ensemble avec les BRICS et avec tout autre partenaire qui souhaiterait travailler dans nos priorités. Nous pourrons ensemble bâtir une prospérité partagée. Je pense que, s'agissant maintenant de nos soucis, et notre souci principal reste la paix sur le continent. Notre souci, c'est la sécurité à l'échelle du continent et du monde. Nous souhaitons, Monsieur le Président, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons... Voilà, nous venons de suivre Macky Sall, président de la République du Sénégal. Vous l'avez suivi avec nous aussi, Amina Gueye. Est-ce que finalement, l'enjeu de cette coopération nouvelle entre les pays africains et la Russie, ce n'est pas finalement le respect qui se doit, que les pays n'avaient pas avec les Européens, mais qu'ils ont trouvé avec la Russie finalement, Amina? Ouais, quelques soucis de son avec notre consoeur Amina Gueye. Nous allons revenir à vous. Madame Sène, vous aussi, vous avez suivi l'intervention de Macky Sall, ouais. Voilà, qui a énuméré tous ces partenariats-là qui lient le Sénégal à la Russie,
au Sénégal, quels sont ces partenaires? Parce qu'avec la France, on sait qu'on a des coopérations militaires dans le domaine de la santé, dans divers domaines qu'on peut pointer du doigt. Ce n'est pas le cas avec la Russie. Quels sont ces partenariats-là que nous avons? Je crois qu'avec la Russie, nous avons un début et un développement. Si on regarde l'Égypte, par exemple, oui. Le barrage d'Assouan, ça a été construit par l'Union soviétique. Nous savons aussi que dans les pays amis, la Russie, l'Union soviétique a toujours mis en place et mis en œuvre des échanges de compétences. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que l'on va vraiment s'orienter maintenant quand on parle d'un partenariat gagnant-gagnant. À savoir que pour que l'Afrique se développe, il faut que l'on développe notre industrie, il faut qu'on développe notre capacité de transformer nous-mêmes nos matières premières, nos ressources, pour pouvoir en faire des produits adaptés à nos marchés, mais aussi pour pouvoir les exporter à leur plus grande plus-value. Et de ne pas juste vendre des matières premières comme nous l'a habitué l'ancien système. Mais avec la France, par exemple, on connaît Auchan, avec la Chine, on a China Mills. Est-ce qu'on peut avoir ces mêmes enseignes avec la Russie au-delà, bien sûr, du centre culturel russe où flotte le drapeau russe? Pourquoi pas? Je veux dire, China Mall, il vient d'arriver. Et il est arrivé parce qu'il y avait un gap à remplir. Exactement. Nous avons énormément de produits chinois qui viennent ici. Nous avons un partenariat très développé entre le Sénégal, en fait, entre l'Afrique et la Chine. De même qu'il y a entre l'Inde et l'Afrique. Et je trouve que ce n'est pas mauvais, au contraire. Il y a des domaines dans lesquels nous avons des expertises qui sont mieux ou qui sont plus intéressantes en Chine ou en Inde ou en Russie. Et je trouve que le fait que les pays africains se rendent compte actuellement et se libèrent un petit peu du joug occidental qu'ils avaient avant, c'est révélateur du fait que notre société a pris conscience que nous avons les ressources et nous devons nous-mêmes essayer de nous lever. Et ce que M. Macky Sall a dit, c'est très clair. Nous n'avons pas besoin d'une aide, nous avons besoin d'un transfert de compétences. Nous avons besoin d'un partenaire qui va apporter son savoir-faire, que nous allons mettre en place ce que nous avons. Nous allons mettre en place notre jeunesse, parce que la jeunesse de l'Afrique, c'est elle qui va faire l'économie de l'Afrique et du monde de demain. Et elle est là, prête à apprendre, prête à appliquer et voire même à développer de son côté. Moi, je suis surprise toujours par la capacité qu'a la jeunesse à capter les concepts difficiles, à capter les nouvelles technologies et les adapter. Et nous, Africains, nous devons aussi apprendre à glorifier le Made in Africa, à glorifier le savoir-faire qui vient de chez nous, plutôt que de toujours dire non, non, achetons européen ou achetons japonais ou prenons chez chinois, c'est moins cher. Nous devons nous-mêmes favoriser notre exception africaine. Exactement. Et pourquoi la Russie est intéressante de ce côté-là, c'est parce que nous connaissons mal la Russie, nous connaissons peu la Russie. La plupart des pays africains, le Sénégal notamment, ils ne connaissent la Russie que par le biais de la lens, enfin, j'allais dire... Surtout des productions, des films, entre autres, on connaît des films américains, mais aussi de l'appréciation et de la perspective occidentale, de la perspective française. De comment est-ce qu'on nous présente la Russie? Effectivement. Et de notre côté, la Russie aussi, elle ne connaît pas bien l'Afrique. Elle ne connaît pas bien l'Afrique parce que quand il y a eu l'ouverture des frontières et quand il y a eu le développement économique de la Russie, pour les oligarches, pour les riches, aller en Europe, c'était l'objectif. Aller aux États-Unis, c'était l'objectif. L'Afrique, c'est plus trop exotique, peut-être avec un tourisme moins développé. Et il faut dire que malheureusement, si on regarde le cas du Sénégal, depuis 2009-2008, nous avons commencé à redéployer et à redévelopper le tourisme vers le marché russe pour essayer de les attirer plus vers nous. Mais notre plus gros souci, c'est que nous sommes tellement francisés que pour accepter les touristes russes, c'est compliqué. Nous n'avons pas de guide qui parle russe. Nous n'avons pas d'hôtels qui sont en mesure de prendre les charters qui amèneraient régulièrement beaucoup de personnes. Nous avons un système hôtelier, mais... Et ça, malgré la présence d'un département exclusivement russe à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Oui, mais c'est un département qui enseigne la littérature. Non, il est fréquenté. Et il enseigne la littérature, la langue russe, la philosophie russe, c'est vrai. Mais comme le département allemand, comme le département anglais, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que les thèses, les devoirs, les doctorats se font en français. Wow. Parce qu'on n'a pas... C'est très paradoxal. Enfin, pour moi, c'est paradoxal. À mon avis, si on est expert si on fait un doctorat en langue russe, c'est qu'on a tout fait... On doit pouvoir écrire, parler russe quand même. Oui. C'est un minimum. Russe, allemand, anglais. Mais pour l'instant, on n'a pas cette capacité-là. Et justement, quand on parle de partenariat, nous, notre centre culturel, nous essayons de faire ce pont. Parce que nous comprenons que beaucoup de Russes voudraient travailler avec l'Afrique, mais ne la comprennent pas. Et beaucoup d'Africains voudraient mieux comprendre la Russie. Exactement. Et de ce côté-là aussi, il y a un travail à faire, parce que les perceptions ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité. En général, chaque Sénégalais que j'ai amené pour la première fois en Russie, ils étaient toujours ébahis. Exactement. Je peux vous dire qu'en 2018, durant la Coupe du Monde, tous les Sénégalais qui sont partis en Russie pour défendre les couleurs du Sénégal, disaient qu'ils s'attendaient à tout, sauf à ce qu'ils ont vu. Ouais, cet accueil chaleureux-là. L'accueil chaleureux, la propreté, le sens de le civisme. La discipline surtout. La discipline, j'allais dire une appréciation sociale différente. Et rien à voir avec ce que l'on dit ou ce que l'on pense dire. Je peux vous donner une anecdote. Le mois dernier, au mois de mai, nous avons une délégation, pour la première fois, nous avons participé au Forum économique à Kazagne, au Tatarstan. D'ailleurs, M. Macky Sall y était tout récemment. Exactement. Et j'ai amené les gens se ravitailler au supermarché. On a fait le tour du supermarché, arrivé à la caisse, ils me disent, mais Oumi, j'avais cru comprendre qu'en Russie, à cause des sanctions, c'était la pénurie. Je leur ai dit, oui, bah, que pensez-vous? C'est la Russie caricaturée avec la guerre. Voilà, je leur ai dit, qu'en pensez-vous? Ils disent, bah, écoutez, si ce que je vois là, c'est un supermarché en période de pénurie, nous ne voulons pas savoir ce que c'est que ce supermarché en temps normal. Exactement. Parce qu'il y avait du tout. Il y avait du tout, il y avait des marques européennes, des marques américaines, il y avait des marques russes, beaucoup de marques russes, parce que le marché, vous savez, le marché n'aime pas le vide. Exactement. Quand les Occidentaux sont partis, d'autres, que ce soit l'industrie intérieure, que ce soit ces enseignes-là qui ont ils ont tout repris. Ouais. Et ils ont tout repris. Et c'est tout le travail que la Russie devra maintenant faire en Afrique, c'est de revoir son image, l'image que nous autres Africains nous avons. Et c'est pour ça que le volet culturel est tellement important. Il a une incidence sur le volet économique, il a une incidence sur le volet politique, et il a aussi une incidence sur le volet social. Et nous espérons, en tant que centre culturel, de pouvoir y contribuer de manière positive, parce que plus fort sera le pont entre la Russie et l'Afrique, et plus nous aurons la possibilité de choisir quelle est la solution, quel est le partenariat qui est plus en adéquation avec nos besoins, avec nos objectifs, etc. Et nous allons revenir sur ces partenariats-là, en particulier au Sénégal, le temps de reprendre notre consoeur Amina Gueye qui va apprécier le discours de Macky Sall. Amina, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends très bien, Khalifa. Voilà, nous avons suivi tout à l'heure Macky Sall justifier le partenariat entre les Russes et l'Afrique. Finalement, j'allais dire, est-ce que ce n'est pas un respect retrouvé chez les Russes, contrairement à ce partenariat souvent d'exploitation que l'on voit avec les Occidentaux? Mais effectivement, même quand les chefs d'État africains ils arrivent en Russie, il faut juste observer, Khalifa, pour voir la différence. L'accueil. Quand ils arrivent en France, le traitement n'est pas le même. Ils ne sont pas avec leur garde, ils sont avec personne. C'est Macron ou quelqu'un d'autre qui va sortir les prendre comme un inconnu qui débarque quelque part, alors que pourtant c'est un chef d'État. Mais quand ils arrivent en Russie, le traitement est bien différent. Et ça, on le remarque. Et ça, c'est un élément qui est assez important. C'est-à-dire, aujourd'hui, tant qu'on n'arrive pas à se faire respecter, ça ne changera pas. Donc aujourd'hui, moi j'ai compris, que ce soit dans le discours du président Macky Sall, que ce soit dans le discours du capitaine Ibrahim Traoré, les Africains, ils exigent aujourd'hui le respect. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents groupes de pays, hein, je vais le dire ainsi, parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui ne mettent pas de gants, hein, qui affichent clairement leur partenariat avec la Russie.
Il y a des pays comme le Sénégal qui quand même sont un peu dans... Qui sont ouverts, hein, qui malgré ce partenariat avec la Russie, continuent aussi de collaborer avec les anciennes puissances. Non, mais effectivement, l'idée ici, c'est même pas de dégager, si je peux le dire ainsi, les Occidentaux, mais c'est justement de les inviter à un partenariat d'égal à égal. C'est ce qu'ils ne veulent pas entendre et c'est ça le problème. C'est-à-dire, eux, ils sont restés dans leur logique de colonisateurs. Ils arrivent en Afrique, ils veulent piller les ressources, repartir, prendre les ressources des Africains sans les Africains. C'est-à-dire ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et ça, maintenant, est-ce qu'à entendre Macky Sall, le président de la République du Sénégal, est-ce que cela va changer avec ce partenariat avec la Russie? Macky Sall qui a quasiment affligé une réponse au capitaine du Burkina. Est-ce qu'on peut avoir espérance que le partenariat, les fondements vont changer avec la Russie? Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, que le Sénégal, c'est un pays quand même qui reste aussi toujours très, très attaché à la France. Et ça se voit aussi de par la gouvernance du président Macky Sall. Exactement. Donc, le président Macky Sall, il est parti au sommet russe. Hein. On est d'accord qu'il y aura des partenariats qui vont se faire, mais il faut savoir qu'au Sénégal, quand même, c'est la France qui garde encore la force au niveau des partenariats. Alors que dans des pays comme aujourd'hui le Mali, le Burkina, c'est radical. On sait très bien que la France, sa position dans ces pays est très, très compliquée. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que tout ce qui reste à la France aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est deux pays. C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Exactement. Donc il faut savoir que le président Macky Sall, que ce soit Alassane Ouattara, ils vont participer au sommet Russie, mais les niveaux de partenariat ne seront jamais les mêmes parce que la France va toujours avoir la main mise dans ces deux pays-là qui sont quand même très très importants pour lui. Donc ça c'est un élément qu'il faut vraiment toujours garder quelque part. Et ce que j'aimerais bien souligner, Khalifa, c'est qu'avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la Russie était le 5e partenaire de l'Union européenne. Le 5e plus grand partenaire de l'Union européenne. D'accord. Et pour les États-Unis, il faut savoir que l'an dernier, ils ont importé plus de 30 milliards de dollars de produits russes. Wow. Soit plus de 17 milliards de dollars pour le pétrole brut. C'est énorme. Maintenant, pourquoi ils veulent faire comprendre aux Africains que les Russes ne sont pas de bons partenaires? Ils ne sont pas fréquentables. C'est l'impression qu'on a. Il y a eu une rupture de banc dans les relations parce qu'il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, une fois cette guerre est intervenue, Exactement. Et les Africains ne sont pas prêts à les suivre, en tout cas, dans cette orientation-là. Effectivement. Amina, on va revenir à vous, Madame Sen. Oui, on va revenir à vous, Madame Sen, sur les partenariats qui lient le Sénégal à la Russie. Au Mali, par exemple, c'est un partenariat militaire. C'est le cas pour d'autres pays. Au Sénégal, le focus sera mis sur quoi? Par exemple, la France, c'est avec les infrastructures et autres. Là, actuellement, je crois que nous sommes dans les premières prémices de partenariat. Parce que la PIX, en fait, c'est le fer de lance, c'est l'agence qui, par excellence, promouvoit les grands travaux, les opportunités d'investissement étranger et le développement des secteurs clés de Sénégal émergent. Et donc, le fait que cette agence soit au forum, c'est significatif parce que cela veut dire que nous sommes prêts à apprécier les possibilités ou les potentialités que la Russie voudrait bien mettre sur la table. Et les 3 partenariats que la PIX a signés, par exemple, sont très révélateurs. Le premier partenariat qu'ils ont signé, c'est avec l'agence correspondante, de la PIX dans l'une des républiques de la Russie. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la Russie, ce n'est pas juste un État, c'est une fédération de républiques, de zones autonomes, de régions, de sous-régions qui sont même plus grands que le Sénégal. Et souvent, je dis que pour le Sénégal, la Russie est peut-être un trop grand marché. Parce que c'est un continent et nous, on est une partie d'un autre grand continent. Et que peut-être la meilleure manière de pénétrer ce marché russe, c'est de commencer par quelque chose de plus petit. Et durant notre présence à Kazagne, il y a la République de la Moldavie, dont la capitale est Saransk, est venu nous voir dans le stand et nous a dit que nous aimerions beaucoup pouvoir lier des relations directes avec l'État et ceux qui promouvoient
l'économie, l'industrie et les possibilités de partenariat avec le Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Et nous qui étions dans le salon, nous leur avons dit, on va faire l'effort et nous ferons un plaidoyer auprès des agences respectives. Exactement. Donc nous avons interpellé l'ASPT au niveau du tourisme et l'APIX. Et l'APIX a vu... L'ASPT, c'est l'agence sénégalaise de promotion du tourisme, tout à fait. Et l'APIX a saisi cette opportunité en plein, parce qu'ils ont accepté d'être avec nous en tant que stand en Russie. Oui, nous étions... C'était une fierté, j'allais dire, du centre culturel russe, parce que nous avons réussi à décrocher un stand de 20 mètres carrés au niveau durant le forum, et ce n'était pas une mince affaire, sachant que le mètre carré est très cher en général dans les salons, et aussi que tous les pays ont été octroyés que 10 mètres carrés. Et l'APIX a bien voulu nous accompagner dans ce cadre-là pour que nous puissions avoir le volet culturel et le volet économique représentés sur notre stand. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles notre stand était très populaire. Exactement. On a vu aussi l'APS, l'agence sénégalaise de presse. Est-ce que là aussi c'est pour se refaire une image au Sénégal? Je crois que l'agence de presse, quand il signe des conventions directement avec des agences de presse d'autres pays et d'autres zones, c'est pour pouvoir avoir des relations de première instance. C'est pour pouvoir obtenir l'information non pas par deuxième, troisième ou quatrième relais, mais direct. Une information de première main. Absolument. Et ça, c'est très important parce que, comme je le disais, pour mieux connaître la Russie, il faut découvrir son histoire, il faut découvrir ses ethnies, ses sociétés, et il faut aussi avoir accès à leur information qui sort en premier ordre. Exactement. Et donc, cette première convention que l'APIX a signée avec la République de Mordovia est très importante parce que c'est un premier de plusieurs. Vous savez, quand on ouvre une porte, ce n'est pas évident, mais une fois qu'elle est ouverte, elle invite tous les autres. Et je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, la République de Tchéliabinsk, la République de Tatarstan sont en train de nous envoyer des informations comme quoi ils aimeraient faire pareil. Donc, vous comprenez. En tout cas, la belle télévision est ouverte à ce genre de partenariat-là. On va donner aussi l'exemple de Yango comme Itch, voilà, un partenariat français, Yango, qui est russe. Ça, beaucoup de Sénégalais ne le savent pas. Tout à fait. En fait, en Russie, c'est Yandex. Et l'entreprise mère s'appelle Yandex. Et la technologie qui a été mise en place en Russie, ce n'est pas seulement la gestion électronique des réservations, mais c'est aussi le traçage des villes. Vous savez, en Russie... pour faire la cartographie. Absolument, pour faire la cartographie, pour pouvoir identifier une maison, c'est Yandex Maps qui ont été vraiment le point de départ de ce qu'est devenu Yandex Taxi par la suite et Yandex Delivery. Et quand ils ont voulu pénétrer des marchés étrangers, ils ont préféré jouer avec les mots. Et c'est là où Yango est venu. Et ils sont actuellement présents en Afrique et très actifs dans plusieurs pays, je crois dans 8 ou 9. Succès, hein. Absolument. Ils sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Je sais qu'ici au Sénégal, ils sont en train de s'implanter. Mais s'ils vont se développer dans le même tempo que dans les pays voisins à nous, nous aurons la possibilité d'avoir des taxis pas chers. Disponible quasiment chaque 2 minutes. C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont encore en train de recruter le parc. Et le parc sénégalais, il est très spécial, vu que nous avons les taxis licenciés, nous avons les calandos, nous avons tout un système qui est bien sénégalais, qui fait que ça prendra du temps. S'adapter, hein, il y avait un taux de pénétration, maintenant on voit que les tarifs sont un peu chers. En fait, quand ils sont un peu chers, ce n'est pas autant le taux de pénétration, c'est plus, je crois que c'est une stratégie pour attirer, de nouveaux taxis pour développer le parc. Je ne connais pas l'équipe qui est ici et je ne peux pas vous dire quelle est leur stratégie, mais je sais que partout ailleurs, Yango et Yandex est utilisé de préférence parce que c'est le moins cher. Et donc, je crois qu'ils sont dans leur politique de croissance et une fois qu'ils ont établi pour que dans chaque coin de rue, il y ait plusieurs choix de voitures, peut-être qu'à ce moment-là, ils seront en mesure de travailler sur des prix plus intéressants pour la communauté. Mais quel que soit enfin, effectivement, Yango, c'est russe. Mais ce n'est pas les seuls Russes ici au Sénégal. Ah bon, il y en a d'autres, comme par exemple? Vous savez, les crèmes glaces délices. Ouais, ça aussi c'est russe. C'est russe.
c'est produit et c'est exporté. Ça devrait entrer dans le cadre des échanges de technologie. C'est des choses qu'on devrait pouvoir faire ici au Sénégal, à Dakar. Je suis d'accord. Par exemple. Je suis d'accord, mais je crois que tout le monde attend le contrôle de l'énergie. Ouais. Parce qu'au Sénégal, je crois que pour le développement de l'industrie, que ce soit l'industrie de transformation, que ce soit la gestion du froid, il y a un point clé qui est important, c'est l'énergie. Et pour l'instant, oui, la disponibilité, le prix de l'énergie. Et j'espère qu'avec le développement de notre secteur d'hydrocarbures local, nous serons en mesure d'espérer d'avoir de l'électricité plus bon marché, quoique c'est compliqué puisque le Nigeria, qui est notre premier exportateur de pétrole en Afrique, ils ont des coupures de courant et ils ont des problèmes d'énergie à n'en plus finir. Donc sincèrement, j'espère de tout cœur que notre gouvernement... Oui, on vous entend et elle revient vers vous. En tout cas, il y a de l'optimisme dans ces partenariats entre le Sénégal et la Russie. Ça me permet de faire cette transition avec Amina. Amina, vous l'avez dit, ce qu'on a entendu sur le discours de Mme Sen Oumi, c'est tout ce que donne par la main droite la Russie aux pays africains. Voilà, par la main gauche, qu'est-ce qu'on peut attendre en retour des pays africains par la Russie, bien sûr? Est-ce que vous pouvez répéter la question, Khalifa, parce que j'ai l'impression que j'ai un problème de... Ah d'accord, je disais que dans ces partenariats entre la Russie et l'Afrique, voilà, la communication est toujours axée sur ce que donne la Russie, mais on ne nous dit jamais, par exemple, quel est l'échange, qu'est-ce que cela nous coûte, par exemple, à nous autres Sénégalais ou à d'autres pays africains. Oui, mais Khalifa, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, on a beaucoup de ressources. Donc, que ce soit les Russes, que ce soit les Occidentaux, ils sont en Afrique pour les ressources naturelles. Tu pars en Guinée, on a la bauxite, on a de l'or, tu pars au Niger, on a l'uranium. On a plein de trucs en Afrique. Donc les gens qui viennent en Afrique, tous ces partenaires, c'est parce qu'aussi ils ont besoin des ressources naturelles de l'Afrique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie n'est pas là comme un bon samaritain qui va donner. Non, la Russie donne aussi pour reprendre de l'autre côté. Mais c'est pas ça le problème, moi, ce que je dis. Ici, l'intérêt pour l'Afrique, c'est justement de pouvoir aussi profiter de ce partenariat avec les Russes pour pouvoir se développer dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la sécurité. Souvent, ce qu'on met en avant, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la sécurité, mais c'est pas que la sécurité, mais il faut savoir aussi qu'en Afrique, aujourd'hui, on a besoin de se développer dans le domaine sécuritaire. Ça, c'est très important. Pour surtout avec le terrorisme qui est en Afrique de l'Ouest. Effectivement, on a besoin de venir à bout de ce terrorisme qui est en train aussi de décimer des populations, que ce soit au Mali, au Burkina et aujourd'hui un peu partout dans le Sahel. Mais voilà, le plus important ici dans cette relation, c'est de savoir aussi que la jeunesse a compris, la jeunesse africaine aujourd'hui a compris. Autant les Occidentaux, ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent au niveau de l'Afrique, il n'y a personne qui disait rien. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, tout le monde a compris. Si tu vois aujourd'hui la mobilisation au niveau de l'Afrique, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire, aujourd'hui, la jeunesse africaine arrive même à faire barrage aux Occidentaux. Ils ont un œil, en tout cas, sur la signature des conventions qui nous lient avec ces partenaires-là. Tu peux répéter ces choses? Je disais que la jeunesse africaine veut toujours avoir l'œil sur le contenu des conventions qui nous lient avec la France et d'autres pays. Mais effectivement, et moi je dis que toutes ces manifestations aujourd'hui qui se passent en Afrique aussi, c'est quelque part pour mettre en garde aussi les Russes. C'est des manifestations contre les Français, mais quelque part aussi on parle aux Russes sans pour autant nous adresser à eux directement. C'est leur dire que l'Afrique n'est la terre de personne. L'Afrique, c'est pour les Africains. C'est-à-dire, quand vous venez en Afrique aujourd'hui, il faut être capable d'apporter quelque chose de concret. Et si vous venez en Afrique justement pour piller l'Afrique, c'est-à-dire, on va vous dégager comme justement ce qu'on est en train aussi de faire. Amina, au-delà de ce réveil des jeunesses africaines, est-ce que nous aurons les dirigeants qu'il faut pour traiter d'égale dignité avec les Russes? Mais effectivement, c'est ce qui est en train de se passer. Et je pense que la Russie a compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont en train de se tourner vers les Russes. Parce que le respect est important, Khalifa. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu regardes souvent le traitement de l'autre côté et le traitement entre les Russes et les Africains, c'est différent. C'est-à-dire là, on se parle d'égal à égal. C'est complètement différent. Donc, il faut savoir que les paradigmes vont changer. C'est-à-dire les Russes n'ont pas le choix et les Africains n'ont pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, le changement
s'impose, la jeunesse veut ce changement et je pense que les dirigeants africains ils vont travailler dans ce sens. C'est important parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la Russie arrive en Afrique, c'est pas un pays qui va venir nous imposer sa culture, sa façon de voir les choses, c'est différent des Occidentaux. Les Occidentaux, ils sont arrivés chez nous, ils nous ont imposé leur politique, ils nous ont imposé leur façon de voir, ils nous ont imposé leur culture. Alors que les Russes, ils sont arrivés, votre culture, c'est pas notre problème, faites votre politique. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des partenariats avec vous, qu'on puisse se développer dans différents domaines et vous accompagner aussi. Il ne s'agit plus d'aide, comme le président Macky Sall l'a dit tout à l'heure, c'est important. Parce que souvent, on nous a tellement bassinés avec cette aide. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Niger, c'est impressionnant. J'entends la Belgique, j'entends la France, les États-Unis. Les pays, ils disent, ouais, on a coupé l'aide au Niger. Je dis, mais apparemment, ils n'ont pas encore arrêté avec cette aide. Exactement, exactement. Et c'est important. On va revenir. En fait, Khalifa, c'est juste, je vais terminer sur ça, parce qu'il n'a jamais été question d'aide en Afrique, parce qu'à chaque fois, ils donnent par la main droite et ils vont récupérer par la main gauche. Exactement. On a toujours les FMI qui, en Afrique, ils ont toujours des systèmes pour pouvoir privatiser des entreprises en Afrique. Et ça, c'est à travers les aides, des choses comme ça, qu'ils apportent aux Africains et voilà, qui ne fait pas de résultats. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de changement, on a besoin d'aller de l'avant, mais avec de nouveaux partenaires. Mais rappelez que les Russes ne sont plus seuls en Afrique. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Chine. Et qui sont là. Donc la pluralité, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment avancer, quoi. Effectivement, et c'est le dernier point de cette émission avant de venir à cette situation au Niger, Amina, pour une dernière question avec vous. Madame Sen, Amina l'a dit, hein, il y a la Chine qui est aussi présente en Afrique. Il y a beaucoup d'avantages qui peuvent participer à ces partenariats entre le Sénégal, les pays africains et la Russie, mais il y a aussi des inconvénients. La barrière de la langue, déjà, cette étiquette, cette caricature qu'on a de la Russie, est-ce que cela va favoriser cette nouvelle dynamique entamée par Vladimir Poutine? Je pense que le point clé, c'est la tolérance et l'acceptation des différences des autres. Et en Russie, nous avons une grande diversité dans les religions, dans les habitudes culturelles, dans les groupes ethniques. Et je crois que cette tolérance-là, si on l'amenait en Afrique et si on l'appliquait aussi, ce serait d'autant mieux. Le Sénégal est un pays exemplaire de ce côté-là, où on a la teranga qui explique la manière dont nous tolérons toute la paix dans la communauté. Et le Sénégal, je crois que, comme beaucoup de pays africains, comprennent qu'avec la Russie, ils peuvent travailler. C'est vrai que la barrière de la langue et la barrière culturelle existent, mais la création de centres culturels comme les nôtres, la création de centres culturels de l'État russe dans le cadre de Rosatrudnichestvo, montre qu'on est en train de travailler sur la culture. Par contre, sur la langue, je crois que beaucoup de pays vous diront que le LV2 russe existe. Au Sénégal, nous avons 6 000 étudiants qui font le russe au secondaire. Nous avons plus de 4 000 anciens diplômés qui sont ici actuellement au Sénégal, qui travaillent dans le secteur de la pêche, le secteur de l'agriculture, des ingénieurs. Vous savez, le premier expert en nanotechnologie que l'on a, il vient juste de finir à Kazagne avec le diplôme rouge. Et je crois que la barrière de la langue est là, mais on va vite s'adapter et on va vite apprendre, puisque vous savez, quand l'opportunité est là, nous, Sénégalais, nous, Africains, on s'adapte très vite. On apprend très vite les nouvelles langues et on va avancer. Et si on parle de partenariat, et je voulais juste conclure de ce côté-là, c'est que l'APIX, elle a signé des partenariats intrants, c'est-à-dire avec son correspondant dans une des républiques. Ils ont aussi signé avec Rus Congress, c'est eux qui organisent pour l'État les grands salons. Et comme vous savez, l'APIX a organisé son premier salon cette année, tout à fait, tout récemment. Donc, tout à fait. En faisant ce partenariat-là, je crois qu'ils pourront apprendre de l'expérience de Roscongress et aussi pouvoir échanger pour que des deux côtés, on puisse plus voir la présence des Sénégalais dans les salons russes et des Russes dans les salons sénégalais. Et le troisième partenariat qu'ils ont signé, c'est avec l'Agence de promotion de développement économique avec l'Afrique. Et ça, c'est une agence de l'État fédéral qui a aussi beaucoup de perspectives prévues. Et nous, par contre, en tant que centre culturel, on a plus signé avec les universités, parce que, comme vous parliez, l'histoire de la langue est très importante et la compétence culturelle aussi. Nous devons soutenir nos professeurs de russe
pour qu'il y ait un relèvement de leur niveau, de leur qualification, pour qu'on puisse aider les jeunes à savoir que des bourses d'études existent pour pouvoir étudier en Russie. Et nous sommes aussi ici pour pouvoir montrer la qualité du travail russe aux Sénégalais qui ne le savent pas. Nous avons par exemple le premier week-end du mois de décembre dans l'esplanade, enfin pas toute la Russie, mais beaucoup de produits russes qui sont présentés. Et de notre côté, chaque fois que nous allons dans les salons en Russie, nous essayons d'amener avec nous la spécificité ou la spécialité russe, sénégalaise pour le présenter là-bas. Exactement. Et je crois que c'est comme ça que l'effet de boule de neige commence et se met en place et se développe. C'est capital que tous ceux qui sont intéressés par la Russie prennent la peine de s'informer de différentes sources. Exactement. Et qu'ils comprennent que ce que disent les uns n'est pas forcément toujours la vérité, qu'ils prennent aussi sur eux de regarder ailleurs, de regarder dans les sources de l'État, les sources des particuliers, qu'ils viennent dans les centres culturels discuter avec nous. Exactement. Et nous serons toujours très heureux de le faire parce que c'est comme ça que l'on va tisser des liens qui feront que nous pourrons profiter de ce qu'il y a de mieux en Russie. Et la Russie, on a parlé de ce qu'elle veut. Elle veut de nouveaux marchés, elle veut de nouveaux partenaires, elle veut pouvoir pas seulement profiter des ressources, mais aussi amener son expertise ici et essayer de la développer ici. Et pour ça, nous ne pouvons que applaudir des deux mains et dire venez. Exactement. Et si ça vient d'une Sénégalo-russe qui sait bien défendre la Russie, Madame Oumy Sène. Dernière question pour vous, Amina. On n'aura pas l'occasion de parler de la situation au Niger. Parlons juste des blocages qui peuvent intervenir dans ces partenariats-là. Je l'ai dit tout à l'heure, la barrière de la langue, les aspects culturels. Ça, est-ce que c'est un aspect qu'il faut prendre au sérieux, Amina, pour terminer? Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que la langue peut être un problème parce qu'ici, moi je pense que c'est un partenariat, c'est-à-dire qui va pas. C'est important, hein, c'est important la langue parce qu'après il faut savoir qu'il y a des gens qui ont envie de faire des affaires en Russie et peut-être des Russes qui vont avoir envie de venir faire des affaires ici. Voilà, donc c'est important que les gens qui sont intéressés puissent parler la langue, mais voilà, on n'est pas dans. C'est pas directement les deux peuples, mais c'est souvent les structures, les États qui collaborent. Mais c'est ce que je dis. Je dis effectivement, c'est important des initiatives comme celle de Madame Sène et son institut. C'est important, hein, parce que sincèrement, moi, pourquoi pas demain apprendre à parler russe. Pourquoi pas? C'est toujours important pour les affaires, on ne sait jamais. Voilà. Mais ici, pour moi, l'importance, c'est pas vraiment qu'on puisse parler la langue et tout, c'est qu'on puisse vraiment se développer dans des secteurs qui vont sortir l'Afrique vraiment de ce trou dans lequel elle se trouve. Parce qu'il faut savoir qu'on a des impératifs en Afrique, on a des impératifs, on a des urgences, et je pense que ce n'est pas la langue le plus important ici. Voilà, on a envie de se développer dans beaucoup de domaines, que ce soit économique, que ce soit sécuritaire, voilà, dans tous les niveaux, technologie et tout. C'est ce qu'il nous faut. Après, peut-être pour la langue, on verra, mais voilà, s'il y a des initiatives comme ça à côté, c'est pas mal. Ce que je voudrais justement rajouter, c'est que terminer, ce partenariat entre les Russes et l'Afrique, l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les personnes, les influenceurs qui sont en train d'encourager les États africains à aller vers ce partenariat-là sont en train d'être traités par les médias occidentaux comme des agents pro-russes. Exactement. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, on les traite de tous les noms, ils sont diabolisés, mais je me dis, c'est pas grave. S'il faut passer par là, si c'est ce qu'il faut, si c'est le prix à mettre pour la libération de l'Afrique, il n'y a pas de souci, on est partant. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dérouler un tapis rouge aux Russes, mais de leur dire justement, bienvenue en Afrique, mais attention, on vous regarde, on va vraiment garder les yeux ouverts. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est travailler concrètement, parce qu'on a trop parlé en Afrique, on a trop parlé, on a perdu beaucoup d'années. Aujourd'hui, on a envie vraiment d'aller très très vite, d'aller vers le développement, parce que les populations sont fatiguées et sont en train de vivre des situations très très difficiles. Regarde ce qui se passe dans le Méditerranée. Oui. Les jeunes sont en train de souffrir. Aujourd'hui, le débat sur l'immigration clandestine est revenu sur la table. Dernièrement, il y a combien de jeunes qui sont morts au Sénégal et ailleurs? Il y a des jeunes africains qui sont en train de souffrir dans le désert entre la Libye et la Tunisie. C'est inadmissible. Les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Absolument rien. Espérons, Amina. Ils sont en train même d'encourager les États comme la Tunisie à maltraiter ces jeunes-là. Exactement, pour les décourager alors que c'est pas...
Effectivement, c'est pas la solution. Oui. Des pays comme le Sénégal, 30 secondes, Amina. 30 secondes. En Afrique de l'Ouest, on a besoin aussi que ce pays s'affirme aussi. Voilà, que ce pays s'affirme et joue clairement son rôle. Exactement. Espérons que, en tout cas, voilà, cette nouvelle dynamique va impulser aussi bien qu'en Afrique qu'en Russie de meilleurs lendemains pour nos populations, parce que c'est ça aussi l'objectif. Merci à vous, Amina Gueye, qui était avec nous depuis Belgique, notre concert. Un dernier mot, Madame Sen, pour terminer. Je pense que entre la Russie et l'Afrique, l'histoire ne fait que commencer. Ouais. Mais la Russie, je crois qu'elle a dit et elle a clairement annoncé que ce n'est pas une histoire de Russie-Afrique, c'est une histoire d'un partenariat qui se fait dans le cadre d'une multitude de partenariats. Exactement. Et c'est pour ça que le BRICS a un tel intérêt et c'est pour ça que la relation entre l'Inde, la Chine, la Russie, les autres pays, que ce soit les pays africains ou de latino-américains, c'est ça l'avenir de demain. Et quoi qu'on ne dise, le potentiel de développement économique africain, c'est maintenant. Et le plus gros challenge, c'est que les nations africaines puissent choisir la voie qui est la plus adaptée à leur spécificité culturelle, à leur background, à leur histoire, et qu'ils puissent profiter de cette multitude d'offres et qu'ils choisissent toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. Exactement. Et au-delà de la Russie, comme vous l'avez dit, le Sénégal ou l'Afrique devra donc s'ouvrir à ces autres pays du BRICS. En tout cas, ça a été intéressant d'évoquer ces partenariats entre des pays africains et la Fédération de la Russie. Et c'était avec nous, Madame Oumi Sen, qui est la secrétaire générale du Centre culturel russe à Dakar, mais aussi notre consoeur Amina Gueye-Kins, qui intervenait depuis la Belgique. Amina, merci beaucoup. Merci Khalifa, merci à Madame Sen également. Ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver sur le plateau. Voilà. Pour la disponibilité, surtout Amina Gueye, malgré l'heure tardive de décalage de 2 heures de temps avec la Belgique, qui a été toujours avec nous pour discuter des questions qui intéressent aussi bien le Sénégal, mais aussi l'Afrique. C'était la tribune du mardi de ce soir. Rendez-vous dans 15 jours. Bonsoir. Thank you.